Eh bien, bonsoir à tous. Vous savez que les travaux d'Hercule sont en rapport avec les signes astrologiques. Et les signes astrologiques, il y a plusieurs façons de les voir, de les classer, de les assembler. On les assemble quelquefois par deux, selon leur polarité, plus ou moins. Par exemple, Bélier plus Taureau, moins Gémeaux, plus Cancer, moins, etc. Donc chacun dit masculin ou féminin. Entendez par là plus ou moins, centrifuge ou centripète. On les classe aussi selon une dynamique. Pour faire simple, est-ce qu'il démarre une saison? On appelle ça un signe cardinal, comme par exemple le bélier qui démarre le printemps. Est-ce qu'il s'étale au milieu de la saison? Il fixe véritablement les caractéristiques de la saison. C'est le signe du milieu de saison. Donc comme le taureau par exemple pour le printemps. Ou bien est-ce qu'il transforme la saison avant de passer à autre chose? C'est le troisième temps, donc par exemple les gémeaux en ce qui concerne toujours le printemps. On peut les mettre aussi par quatre. On a donc ainsi des signes de feu, des signes de terre, des signes d'air et des signes d'eau. Et puis on peut les mettre aussi par 6. Et là on a quelque chose qui est très important, où on a un rapport entre un signe et son opposé complémentaire. Sachant qu'en fait dans le zodiaque il n'y aurait que 6 énergies. Mais divisées en deux, car comme on va le voir, on est dans un monde de dualité, et donc ces énergies primordiales sont divisées en deux aspects, et il s'agit de les retrouver. C'est Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Capricorne, Lion, Verseau, Vierge, Poisson. Ça veut dire que lorsque vous êtes d'une certaine énergie, un de vos travaux importants à réaliser, c'est de retrouver celle d'en face. Tout Bélier doit rechercher la Balance, toute Balance doit rechercher le Bélier, etc., etc. Et puis, il y a enfin, ce que je voulais aborder aujourd'hui, une classification peut-être moins connue. C'est la classification par 5. Bah oui, ça ne tombe pas juste avec 12. Quand il s'agissait de diviser par 2, par 3, par 4, par 6, avec 12 ça tombait bien, mais avec 5 ça ne va pas aller. En fait, on va voir que c'est 2 fois 5 plus 2. Et alors, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous voyons tout de suite. Nous avons une première série de 5 avec le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, et on va arrêter ça au lion. Et donc c'est ce que nous avons vu, ces 5 signes depuis le printemps. On a commencé à voir le bélier, et là, la fois dernière, nous avons vu donc cette énergie lion. Donc on pourrait dire qu'on est en train de terminer cette première série de 5. Cette première série de 5, elle est intéressante, par exemple, on va la voir à deux niveaux. Le premier niveau, elle raconte tout simplement comment chacun d'entre nous, nous passons de l'état bébé à l'état adulte. Par exemple, tout simplement, nous arrivons sur Terre avec le bélier, dans cet élan du bélier, et nous avons un corps physique qui se développe. Puis, nous avons avec l'adolescence le corps émotionnel qui se développe avec le signe du taureau. Puis, nous avons le mental, la réflexion avec le signe des gémeaux. Puis, le signe du cancer réussit à rassembler tout ça en une forme qui est le moi, le premier point de la personnalité. Et enfin, le lion développe son moi adulte complet. Je suis un adulte, je suis moi. Fin de la première partie. Et puis du coup, on va avoir une deuxième partie qui commence avec l'énergie vierge. Donc l'énergie vierge qui est théoriquement donc la 6e, celle que nous voyons ce mois-ci, mais qui est le point de départ d'une nouvelle série. Et puis on repart avec 5, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Nouvelle série de 5. Le 5 est très important par rapport à l'humain. Vous savez que l'être humain est souvent symbolisé par le 5, par l'étoile à la 5 branches, parce qu'il est en rapport justement avec le plan mental, qui est le 5e plan, relié au rayon 5. Bon, je ne vais pas faire tout un exposé sur le 5, mais c'est vraiment très très relié à l'humain, ce 5. Et là, on retrouve justement les 5 aspects du développement de l'humain, en 5 signes, du bélier au lion. Et ensuite, les 5 stades qu'on appelle les 5 initiations au monde de l'âme. Enfin, ça nous décrit du Vierge au Capricorne comment l'être humain va faire 5 pas qui vont l'emmener progressivement de plein pied dans le monde de l'être avec un E majuscule. Et donc ce premier pas, c'est la Vierge. On va découvrir qu'on est fondamentalement âme, en dehors de tout enseignement religieux, de tout ce qu'on nous a appris. D'un seul coup, on sent ça en nous. Il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas que le lion et sa personnalité. Il y a quelque chose d'autre. Et puis c'est quelque chose d'autre qui va se développer, il va s'accroître, il va prendre une importance dans la balance, il va prendre une importance décisive dans l'énergie scorpion, il va être celui qui va me diriger avec sa flèche dans le sagittaire. Je suis vraiment là le disciple complètement éclairé, jusqu'à ce que je devienne le maître de sagesse, l'initié parfait dans le capricorne. Fin de l'autre série, là aussi, donc en 5 temps. Et donc c'est très intéressant de voir que le zodiaque nous raconte finalement comment devenir un être humain depuis le bébé jusqu'à l'adulte, et comment devenir une âme
à travers donc cet être humain, aussi avec 5 temps. Vous allez me dire, bien, le Verseau et les Poissons. Le Verseau et le Poisson, le 11e et 12e signe, ils n'entrent pas véritablement dans le processus de développement, ni au niveau humain, ni au niveau suprahumain. Ils sont la démonstration, après le Capricorne, de ce qu'un initié, de ce qu'un maître de sagesse peut réaliser. C'est ce que nous avons vu avec les travaux d'Hercule. Nous avons commencé l'année, puisqu'on respectait les signes, donc nous avons commencé les travaux d'Hercule pas dans le bon ordre, on a commencé avec le Capricorne, on a commencé donc avec la fin de cette deuxième voie. Et on a assisté à un Hercule capable de descendre aux enfers, en ramener Prométhée, de remonter, donc d'échapper complètement au processus de la mort, et de prouver ainsi qu'il est un maître de sagesse. Et à partir de là, on a vu un Hercule triomphant nettoyer les écuries d'Augias dans le Verseau, c'est-à-dire être capable de faire passer vraiment les énergies de l'amour à travers l'humanité, et puis comment il conduit les Bodgérions, qu'il est allé chercher là-bas dans le sud de l'Espagne, et qui les ramène donc à travers toute une épopée extraordinaire en Grèce, devient un conducteur de l'humanité, donc à travers bien des péripéties. Donc en fait, les travaux d'Hercule nous montrent bien cela, c'est-à-dire que Hercule devient un maître en Capricorne. Le Verseau et les Poissons, ce sont véritablement donc des histoires d'initiés. Comment ces énergies symbolisent ce que nous avons à faire en tant qu'humains quand on devient véritablement un initié. Notre sujet donc cette année, c'est où va le monde ? Alors, où va le monde ? On ne va pas partir de l'état bébé, on ne va pas reprendre cet aspect-là. Ce qui est intéressant du symbolisme, c'est que c'est en fractal. Le symbolisme, il n'est pas du tout à mettre dans des cases. Vous ne pouvez pas dire, ah bon, le bélier, c'est la naissance, c'est le bébé. Ah non, ça dépend du point de vue dans lequel vous vous placez. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir sur des tas et des tas de niveaux de conscience différents. C'est là l'extraordinaire richesse du symbolisme. Donc, l'énergie bélier, on peut la voir aussi comme un tout autre point de départ. Et c'est ce que nous avons vu donc avec les travaux d'Hercule, puisque le premier travail commençait au bélier. Et ce travail, c'était comment réussir à capturer les cavales mangeuses d'hommes, ces juments de Diomède, ces juments qui étaient terribles et qu'il fallait absolument capturer. Et comment Hercule, avec du mal, réussit à capturer ces chevaux. Et la leçon, on le sait, c'était attention au danger que représentent nos formes pensées. Donc maintenant, si on se pose la question où va le monde, est-ce que l'humanité est prévenue du danger des formes pensées ? Ah oui, et même d'une manière très cruelle. Depuis un certain livre appelé Mein Kampf, on sait très très bien combien certaines idées peuvent être étonnamment destructrices, combien certaines formes pensées peuvent être absolument épouvantables. On sait très bien que nous-mêmes dans notre quotidien, quand on pense d'une manière négative, ça peut être absolument destructeur. C'est ce qu'on apprend avec le premier travail d'Hercule. Donc première chose, attention à nos pensées, c'est ce qu'il y a de plus destructeur. Première leçon quand on veut avancer, apprendre ce qu'on appelle l'innocuité, devenir inoffensif. Avant de s'occuper de vouloir faire de l'amour, apprenons déjà à ne pas faire de mal. Et le plus grand facteur de mal, c'est nos pensées au quotidien. Donc l'humanité le sait ça, et on le pratique tous les jours. Le deuxième travail qu'a pu pratiquer l'humanité avec le taureau, c'est lorsque Hercule a réussi à sublimer le monde du désir. Ce taureau qui n'arrivait pas à attraper et qui symbolise justement l'humanité en proie au désir permanent. Et comment Hercule s'y est pris pour dire, mais on peut aller au-delà de ce désir, vers l'aspiration. Et donc on a assisté à ce deuxième travail et l'humanité est en train aussi progressivement de se sortir de ce piège du toujours plus au niveau de l'avoir et commence à aspirer à d'autres valeurs. Puis nous avons vu avec les Gémeaux et la cueillette des pommes d'or du jardin des Hespérides, comment Hercule à la recherche de la sagesse, comme nous l'humanité. C'est quoi la sagesse ? C'est quoi avancer ? C'est quoi une démarche spirituelle ? Et donc on s'est souvent posé la question. Alors est-ce qu'il faut méditer tout le temps ? Est-ce qu'il faut rechercher dans les livres ? Est-ce qu'il faut aller voir tel ou tel gourou ? C'est exactement ce qu'a fait Hercule. Vous vous souvenez, il en a fait des démarches pour aller chercher ces pommes, pour finalement découvrir que la sagesse s'acquiert à partir du moment où on est au service de l'humanité. Ah, ça, par contre, c'est un petit peu plus nouveau. C'est pas forcément évident. On a tous tendance qu'au contraire, la sagesse, c'est une histoire personnelle et qu'à travers les bouquins, la méditation, quelque chose qui est moi, comment je vais devenir sage, et qu'après, quand je serai sage, je vais sortir dans le monde et puis je vais dispenser ma sagesse. Et non, Hercule dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu deviens sage dans la mesure où tu cesses de te préoccuper de toi, y compris de ton évolution personnelle. Quand on cesse de se préoccuper de son évolution personnelle et que ce qui nous préoccupe le plus, c'est justement d'aider l'humanité à progresser, alors là, on gagne en sagesse. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans l'humanité actuellement, quand on voit tout ce qui se passe comme élan solidaire,
vis-à-vis des autres, vis-à-vis des pays, vis-à-vis des malheureux, vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus cette sagesse qui se met en place. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent beaucoup plus d'aller aider les autres, d'aller soutenir ce qui se passe dans le monde, plutôt que de chercher simplement à devenir eux-mêmes dans leur grotte un sage. Et puis, Hercule, dans le Cancer, après ces 3 éléments fondamentaux, après avoir compris attention aux pensées, réorienter le désir autrement, devenir sage, c'est servir l'humanité, il s'est posé la question, ça vient d'où tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça m'influence, ça m'attire, ça me dirige vers ça? Et là, à travers la biche de Sérinée, qu'il a fini par attraper, il a découvert que finalement, c'était l'âme, et que c'était l'âme en lui. Et que l'âme est un processus divin qui vient tout à fait d'ailleurs, et qu'il percevait que finalement c'est ça qui l'amenait progressivement à faire toutes ces démarches. Et puis enfin le mois dernier, donc avec l'énergie lion, en pénétrant un petit peu plus dans ce processus d'âme, Hercule d'une part a découvert combien il était une personnalité maintenant devenue très puissante, parce que plus on développe l'âme, plus l'âme développe aussi la personnalité. Donc il est devenu vraiment un être maintenant très puissant, capable de vaincre en simplement l'étouffant un lion absolument terrible. Mais en même temps, il a découvert un problème fondamental quand on pense au monde de l'âme. C'est qu'il y a un conflit latent. C'est que finalement, quand on arrive à cette énergie lion, quand on arrive à des fortes personnalités, et c'est là où nous en sommes maintenant dans l'humanité, on a développé de très fortes personnalités comme jamais auparavant. On a tous atteint un degré d'autonomie, de pensée par nous-mêmes, de senti par nous-mêmes, et donc on est maintenant extraordinairement chacun de plus en plus puissant, autonome, individualiste. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme nous l'avons vu le mois dernier, nous avons tous des plans de vie. On a tous une idée de ce que devrait être sa propre vie et vers quoi on va. On est tous créateurs, on a tous envie d'organiser un plan, et c'est comme ça. Et de quoi Hercule s'est-il aperçu? C'est que finalement ça s'opposait bigrement au fait qu'il puisse y avoir un plan global, et que le monde des âmes dans sa globalité est un plan concernant la Terre, qui n'est pas du tout le nôtre. C'est un plan d'ensemble, pour l'ensemble des âmes. Et que chacun d'entre nous, on a essayé de se resituer par rapport à ce plan global et de le remplir, et non pas de s'évertuer dans notre quotidien à remplir son plan individuel. Ou que c'est difficile. Là, on coince. Là, on voit bien les enseignements précédents, mais là, on se rend compte, ouh là 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 là. Attends, renoncer à tous mes plans personnels, se dire que la vie c'est une autre histoire, c'est un autre plan, découvrir cette raison et essayer de se mettre au service de ce plan. On ne pourrait pas faire les deux? Et on avait vu comment Hercule, effectivement, donc, avait dû priver d'air ce lion avec son plan individuel, de manière à respirer autrement, laisser passer dans quelque chose qui venait de plus haut, et toucher un petit peu du doigt ce que pouvait être ce plan autre. Voilà où nous en sommes. Une grande partie de l'humanité actuellement en est justement à cette histoire-là, à ce conflit intérieur entre ces deux volontés très très puissantes. On va commencer à résoudre un petit peu le problème avec la Vierge, et c'est pour ça que je vous ai montré combien c'était une nouvelle histoire. Dans la partie de l'humanité dans laquelle nous vivons, nous en sommes à passer du lion à la Vierge. Où va le monde? Pour l'instant, on en est là. Et c'est pour ça que c'est une charnière extraordinairement importante. Parce que nous commençons une nouvelle voie. C'est comme si finalement ce qu'on a vu avant, c'était des préliminaires. On a appris tout ce qui est nécessaire d'apprendre sur l'âme, sur des attitudes, sur comment se corriger. Mais voilà, on l'a appris, on le sait très bien. J'ai lu plein de bouquins là-dessus. J'ai entendu plein de conférences sur le sujet. C'est intéressant. Oui, mais tu le mets en application? Je m'efforce. La deuxième voie, c'est la mise en application. C'est la voie de l'union. Il ne s'agit plus de savoir tout sur l'âme, il ne s'agit plus d'être au courant de ce qu'il faut faire, maintenant il s'agit de le devenir. Et c'est là que les choses, évidemment, vont devenir beaucoup plus difficiles. Donc on n'apprend rien de nouveau, mais c'est un moment d'implication important, et c'est donc le départ de l'union. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai montré que cette union, elle va commencer timidement avec cette énergie vierge, avec donc le travail d'Hercule que nous allons voir aujourd'hui. Elle va s'accentuer naturellement donc avec la balance, devenir très très puissante, complète dans l'idéal, dans le Scorpion, jusqu'à la perfection, donc dans le Capricorne. Donc encore une fois, en 5 temps, comment est-ce que les travaux d'Hercule nous incitent de plus en plus à l'unité et nous indiquent quelque peu la voie à suivre par rapport à l'humanité? Où va le monde suivant Hercule? 6e travail. Alors l'instructeur fait retentir l'ordre à Hercule. Il est temps maintenant pour toi de passer la 6e porte. Il est temps pour toi maintenant de faire ce 6e travail. Pratiquement rien ne lui est dit là-dessus. Simplement, il lui est dit qu'il faut qu'il aille chercher, au pays des Amazones, la ceinture
que porte la reine des Amazones, qui s'appelle Hippolytée. Les Amazones, c'est donc un peuple de femmes guerrières qui ne vivent absolument pas avec les hommes, mais tout de même, de temps en temps, il est dit qu'une fois par an, donc elles vont dans le pays des hommes, elles les violentent quelque peu, et elles se font finalement inséminer, parce qu'il faut quand même bien qu'elles aient des enfants pour que le peuple des Amazones continue. Et puis après, quelquefois, selon leur bon vouloir, ou bien elles tuent l'homme avec lequel elles ont fait l'amour, ou bien elles les réduisent en esclavage. Enfin, elles sont assez terribles quand même. Et puis elles rentrent chez elles, et au bout de 9 mois, elles ont des enfants. Naturellement, ou bien les garçons sont tués, parce que ça sert à rien, ou bien ils sont estropiés pour pas qu'ils s'échappent et ils vont servir d'esclaves. Et les filles, naturellement, sont, elles, remarquablement bien élevées dans toute une évolution. À noter que Amazone vient du grec saint mutilé. C'est-à-dire qu'on dit que, toujours dans cette histoire-là, qu'effectivement les Amazones, pour mieux tirer à l'arc, se mutilaient le sein droit. Et donc c'est ce que veut dire Amazone. Bien. Et donc les Amazones sont ce peuple terrible qui vit séparément des hommes. On ne peut pas dire qu'ils vivent l'amour. Entre elles, oui, il y a une grande solidarité, mais par rapport à la polarité masculine, c'est sûr qu'elles l'utilisent. Mais il n'y a véritablement aucun amour donc de ce côté-là. Hippolytée, la reine, avait donc une ceinture qui lui avait été offerte par Vénus, et une ceinture qui symbolisait l'unité, qui symbolisait l'harmonie obtenue à force de conflits, qui symbolisait justement la maternité, une maternité spéciale, à savoir le fait que, à travers la personnalité que vont symboliser les Amazones, on est capable de sentir le monde de l'âme. Dans la Vierge est un très vieux mot qui n'a pas du tout le sens qu'on lui donne maintenant. Vierge, ça veut dire la mère. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un M comme mère. Et en quoi est-ce que c'est la mère? Tout simplement parce que la Vierge va nous décrire l'histoire de la personnalité qui est la mère de l'enfant divin, la mère de l'âme. En effet, c'est à travers la personnalité qu'on va découvrir progressivement l'âme que nous sommes. Et on ne peut pas le faire si on ne passe pas par la personnalité. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas se passer de développement de la personnalité pour découvrir l'âme. On ne peut pas se passer de la mère pour découvrir l'enfant sacré. C'est justement donc ce que raconte toute cette histoire de la ceinture. C'est dire si cette ceinture, Hippolytée y tient. Pour elle, c'est le symbole de sa royauté, c'est le symbole de son histoire avec les Amazones, et donc c'est vraiment quelque chose de très précieux. Heureusement, l'ordre divin arrive aussi, en même temps qu'à Hercule, à Hippolytée. Hippolytée entend aussi, elle, Hercule va venir, tu dois lui remettre ta ceinture. Donc elles se réunissent, elles discutent un peu entre elles, qu'est-ce qu'on fait? On résiste aux dieux, on discute les ordres, on rentre en guerre contre les dieux, ou bien je remets ma ceinture à Hercule. Et elles décident de remettre la ceinture à Hercule. Alors elles habitaient un pays qui se trouve au nord de la Turquie, à l'embouchure de la mer Noire. Hercule est en Grèce, donc il prend un bateau avec une petite armée, parce qu'il se dit quand même arriver chez les Amazones, ça va se passer comment? Si je leur dis bonjour, je viens chercher la ceinture, voilà, comment je vais être reçu, la prendre de force c'est bien gentil, mais il faudra courir très très vite après. Donc voilà, il est un peu inquiet, il ne sait pas trop du tout comment ça va se passer cette histoire. C'est bien gentil d'aller chercher la ceinture de la reine des Amazones, mais c'est pas du tout évident. Et donc ils arrivent là-bas, ils débarquent, ils installent leur camp sur la plage, prêts à toute éventualité. Et quelle n'est pas la surprise de voir débarquer une petite troupe pacifique avec Hippolytée, la reine, donc à sa tête, et qui vient accueillir Hercule. Et qui dit, mais je suis au courant, j'ai aussi entendu la voix de Dieu qui me demandait de remettre la ceinture. Nous avons effectivement l'intention, à la fin de ta visite, de te remettre cette ceinture. C'est d'accord, ça va se faire. Et Hercule se dit, j'avais tort de m'inquiéter. Voilà quelque chose qui se passe très très bien. Et effectivement, entre Hercule et Hippolytée, ça se passe bien. On sent que Hippolytée est un peu impressionné par la stature d'Hercule. Quel bel homme. Hercule, de son côté, qui a souvent plutôt affaire à des femmes fluettes, quand il voit Hippolytée, quelle belle femme. Et donc, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Ils sont assez d'accord. Voilà. Bon, on se dit, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc il y a une petite réception, ils se voient, et après, donc voilà, remise de ceinture, et on n'en parle plus. Mais la déesse Héra ne voit pas ça du tout d'un bon œil. Héra, c'est l'épouse légitime de Zeus,
qui n'a pas du tout supporté que Zeus, très extrêmement infidèle, fasse Hercule avec une femme mortelle. Et depuis, donc, elle ne supporte pas Hercule, et dès qu'elle peut l'embêter au maximum, elle le fait. Donc on a déjà vu un petit peu intervenir, et là, elle va recommencer. Elle va tout simplement se faire passer pour une Amazone, et elle fait tout de suite courir le bruit avec une grande persuasion qu'en fait c'est un piège, et que l'intention d'Hercule et de sa troupe, c'est d'enlever Hippolyte, de l'embarquer vite sur son bateau et de repartir. Et donc il faudrait tout de suite monter une opération pour aller délivrer Hippolyte. Elle court un grand danger. Alors, aussitôt, bon, ben voilà, l'armée, les Amazones se mobilisent et tout le monde arrive rapidement sur la plage. Naturellement, il y a des guetteurs. Dans le camp d'Hercule, il y a une armée qui débarque. Et là, Hercule se dit, Mars, c'est pas vrai, je me suis fait avoir comme un bleu. C'était un piège. Elle m'a eu. Cette Hippolyte avec ses sourires enjôleurs, etc., et son aimabilité. Ah, j'en étais sûr, c'est pas possible. Bon, bah, la mission avant tout. Donc, la ceinture. Et donc, comme Hippolyte dit, qu'est-ce qui se passe, et puis qu'elle résiste, hop, il tue Hippolyte. Il enlève la ceinture, et tout le monde embarque. Et aussitôt, tout le monde embarque à toute vitesse dans les bateaux. Les derniers, il y a des combattants, la troupe arrive, donc Hercule zigouille quelques Amazones qui sont là, et puis tout le monde remonte dans le bateau, et vouf. Yes, on a eu la ceinture. Voilà, ça commençait bien, mais ça finit mal. Et là, Hercule ne se réjouit pas longtemps de la mission accomplie, parce que aussitôt qu'il est arrivé dans le bateau, il entend la voix intérieure de son instructeur qui lui dit « Mais pourquoi avoir tué celle qui t'était chère? Pourquoi avoir tué la mère de l'enfant sacré? Pourquoi avoir tué la dispensatrice de dons, de bienfaits extraordinaires? Pourquoi avoir tué celle qui représente tous les possibles? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la mission. De nouveau, nous inscrivons un échec total. Et cherche à te racheter avant de nous revoir. Le savon du siècle. Donc il se rend compte de la bêtise. Et bon, ben voilà, il est parti en bateau. Il dit, oui, puis chercher à se racheter. Vogue la galère. Arrêtons le travail ici pour l'instant, pour essayer de comprendre ce qui se passe. On pourrait se demander, mais pourquoi d'abord l'instructeur lui dit « De nouveau, nous inscrivons un échec ». Il y en a déjà eu un, parce que jusqu'ici, il a réussi toutes ses missions. Ah oui, toutes sauf une. Et c'est pour ça que je vous ai inscrit aussi ces deux catégories, parce que là où il a aussi complètement échoué, c'est dans le tout premier travail, le bélier. C'est comme si finalement Hercule échouait à chaque fois qu'il redémarre quelque chose, une nouvelle voie. Dans l'histoire du bélier, quand il devait chercher les cavales, il pensait que c'était très simple, sans problème. Elle attrapait des chevaux sauvages, je vous demande un peu, franchement, c'était pas la peine. Et donc, ils les avaient attrapés rapidement et ils les avaient donnés à garder à son copain, Abdéris, mais qui lui était pas du tout assez fort. Et les cavales s'étaient tout de suite retournées sur Abdéris, l'avaient piétiné, dévoré, et s'étaient à nouveau égayé. Et tout le travail avait dû être recommencé. Et il avait déjà entendu, c'était un échec. Et ça avait provoqué la mort de son ami. Là, à nouveau, nouveau départ, nouveau recommencement. Ça reprovoque la mort de quelqu'un qui n'aurait jamais dû mourir. On recommence l'histoire. À nouveau, tu n'as pas compris. Comme si Hercule avait du mal, finalement, à sortir de ce qu'il connaissait. C'est vrai qu'avant, avant son premier travail, il faisait tout en force. Et il pensait que finalement, le premier travail, c'était un travail de force, sans problème. Voilà. Et c'était pas ça du tout qu'on lui demandait. Mais il est tellement obnubilé par sa mission qu'il a du mal à accueillir quelque chose d'autre. Là, nouvelle série. Là, c'est vrai qu'on lui dit, attention, cet adversaire, il va être quelque peu différent, c'est une autre nature dont il s'agit. Mais lui, il vient de conquérir le lion. Donc voilà, il a étouffé le lion. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est quand même pas une reine des Amazones qui va me résister. Si je dois prendre la ceinture, je prends la ceinture. Ah oui, mais c'est pas du tout ça qu'on te demande. En effet, l'histoire de la ceinture, c'est un symbole. C'est pas du tout la ceinture en elle-même qui est importante. C'est le symbole qu'elle représente. Ce qu'on demandait à Hercule, c'est de vivre ce que représente fondamentalement la ceinture. L'unité, l'amour, le sacrifice de soi pour l'autre, la foi en l'autre. C'est tout ça que symbolise la ceinture. Et ce qui était demandé à Hercule, c'était de réussir ensemble avec Hippolyte, car nous voyons que là, pour la première fois, c'était un travail à deux. Ce n'était pas que le travail d'Hercule, c'était le travail d'Hercule et d'Hippolyte ensemble. Deux polarités qui devaient travailler exactement la même chose. Comment tous les deux, ils ont reçu la même parole, ils ont reçu le même enseignement, et on leur disait tous les deux,
chercher à vivre un processus d'unité. C'est pas gagné. Hercule n'est pas du tout habitué à ça, à preuve. La reine des Amazones n'est pas du tout habituée non plus à ça. L'unité, c'est par la force. Donc, elle ne connaît pas. Donc, c'était un défi que d'arriver à leur dire, essayez de vivre quelque chose d'autre, de vivre cette unité. Alors, ça a failli se faire, mais ça n'a pas franchement marché. Mais le vrai but, il était là. La vraie mission, c'est l'amour. C'était pas de tuer qui que ce soit. Voilà pourquoi c'est un échec total. On est totalement à l'inverse. La vraie mission était donc de vivre l'amour. La vraie mission, ça n'était pas du tout de se battre pour un idéal, mais de se donner pour un idéal. Mais ça, c'est vrai que souvent, on l'entend peu. Hein. Même nous, dans notre quotidien, combien on a l'habitude de se battre pour des idéaux. Et je me suis battu pendant des années pour que... Si on remplaçait par... Je me suis donné. Pas battu, donné. Et c'est là toute la difficulté qu'on va trouver justement dans cette énergie, dans ce travail. Qu'est-ce que symbolisent les personnages? Hercule va symboliser celui qui est justement un idéal d'amour, un idéal d'âme. Hein, ça fait maintenant 5 énergies qu'il essaye de développer. Avec la biche, il a découvert ce que c'était l'âme, il a découvert l'intention fondamentale de l'âme en lion. Et là, il découvre autre chose. Il doit découvrir l'amour de l'âme. C'est pas le plan, c'est l'amour. Mais bon, pour l'instant, il ne sait pas trop ce que c'est. Et il est tellement finalement dans sa recherche de l'âme que du coup, il ne sait pas trop quoi faire de la personnalité. Il a bien vu qu'en Lion, la personnalité pouvait être gênante puisqu'elle a ses propres plans personnels et individuels. Et donc, ni une ni deux, il a une certaine tendance à pouvoir tuer cette personnalité. Qu'est-ce que devient le moi si on se lance dans une quête spirituelle? Est-ce que le moi devient une pauvre petite chose absolument à abandonner, qu'il faut tuer? Est-ce que quelquefois, comme on le dit, il faut absolument tuer la personnalité pour vivre totalement le monde de l'âme? Hercule en est là. Pour l'instant, lui, il est plus sur l'âme, mais il ne sait pas trop comment comprendre la place de la personnalité. Hippolyte représente exactement l'inverse. Hippolyte elle représente surtout le monde de la forme, le monde de la personnalité, la mère. D'un point de vue symbolique, et uniquement d'un point de vue symbolique, j'insiste, l'homme c'est l'esprit, la femme c'est la matière. C'est uniquement une question de polarité. À l'époque où les gens n'avaient pas forcément de bonnes accointances abstraites, on expliquait les choses par des exemples concrets. Et donc l'esprit ou l'âme, c'est la polarité plus centrifuge, c'est ce qui cherche à amener les choses. Et la personnalité, le monde des formes en général, c'est l'aspect forme qui reçoit cette énergie, c'est la polarité moins réceptrice. Donc l'homme est celui qui donne, la femme est plutôt réceptrice, donc vous voyez même au niveau sexuel. Par conséquent, donc on a pris ces polarités-là. Donc les Amazones représentent justement la femme coupée de l'esprit, coupée de l'homme, ou qui se sert de l'homme. Naturellement, Hippolyte est beaucoup plus évolué à cause de sa ceinture. Hippolyte, c'est effectivement une forme, c'est effectivement une personnalité, mais qui conçoit complètement le processus de l'âme. Mais elle n'a pas encore bien compris, elle n'a pas encore bien intégré de quoi ça consistait. Et finalement, nous avons là deux personnages qui sont totalement complémentaires. Nous en avons un qui conçoit bien le monde de l'âme, mais du coup qui est bien embarrassé avec la personnalité, et un deuxième qui conçoit très très bien la personnalité, mais qui ne sait pas trop quoi faire avec le monde de l'âme. Et donc on a deux personnages qui sont chacun dans une dualité et qui doivent se rencontrer mutuellement pour échanger mutuellement et se rendre compte que finalement l'interrogation de l'un, l'autre y répond, et réciproquement. Et que finalement, ils ont à échanger parce qu'ils ont des réponses mutuelles, ils ont des solutions mutuelles. Et pour ça, il faut qu'ils s'écoutent, il faut qu'ils prennent le temps de se regarder, il faut qu'ils prennent le temps de voir la richesse présente en l'autre, malgré l'énorme différence qu'il peut y avoir. Et grâce à cette énorme différence. Quant à Héra, on pourrait dire celle qui vraiment a mis un peu le bazar, Héra, c'est tout simplement le quotidien. C'est la preuve du quotidien. C'est la preuve de l'incarnation. Héra, c'est finalement la chose qui nous révèle qu'est-ce qui se passe en réalité dans le vrai monde. Vous avez remarqué que quand on est en méditation, on aime tout le monde. Je suis dans l'amour total de l'humanité du point de vue de l'âme. J'ai aucun problème. Même quelquefois quand on est en vacances, dans un endroit idyllique, tranquille, loin des soucis, où il n'y a pas la radio, il n'y a rien. Là aussi, on aime tout le monde. Loin de tout, tout le monde il est gentil. Tout le monde. Et c'est un petit peu ce que vivaient apparemment peut-être Hercule et Hippolyte. Et Héra dit, ah bon, et votre amour c'est pour de vrai? Votre amour il tient? Votre amour si on le titille un petit peu, s'il se passe des choses, si
il fait quoi votre amour? Votre amour de l'humanité, c'est bien tant que vous n'avez pas affaire personnellement à des terroristes. C'est bien tant que vous ne vivez pas un quartier où on brûle vos voitures. C'est bien finalement quand vous n'êtes pas agressé. Oh, bah vous aimez tout le monde. Et le jour où ça vous arrive, le jour où vous êtes agressé, le jour où c'est votre voiture qui y passe, le jour où votre maison est bombardée, il vient quoi votre amour de l'autre, de l'ensemble, etc. Et là, c'est ça. C'est la preuve par le concret. C'est de dire, bah oui, c'est bien, vous démarrez bien votre histoire, mais rendez-vous compte à quel point c'est difficile d'aller jusqu'au bout, profondément. Et donc finalement, les symboles de ces trois personnages nous montrent toute une histoire qui développe bien cette relation que nous avons à avoir entre le monde de la forme, le monde de la personnalité, le monde de l'âme, et tout ça dans notre quotidien. Si on regarde ce qui se passe, où en est le monde, les applications justement par rapport au monde, il y a un grand changement qui s'est produit il y a à peu près maintenant 60-70 ans. Un changement qui est en rapport justement avec l'arrivée dans l'énergie vierge. Pendant très 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 longtemps, pendant peut-être même des milliers d'années, le monde spirituel et le monde matériel ont été bien séparés dans la tête des gens. Ça veut dire qu'il y a certainement donc notre quotidien, et voilà, et puis il y a le monde spirituel. Donc il y a un temps pour la prière et puis il y a un temps pour faire les choses. Il y a un temps pour méditer, puis il y a un temps pour faire les choses. Et notre quotidien se répartissait comme ça. Vous avez des gens donc, qui pouvaient faire des choses remarquablement matérialistes et bien égoïstes, mais qui se précipitaient quand même pour faire leur dévotion au temple ou à l'église le samedi ou le dimanche. Pas de problème. Et vous avez des gens qui peuvent méditer également tous les matins et qui, après l'après-midi, ou même simplement déjà dans la voiture, engueulent comme du poisson pourri l'automobiliste. Alors que j'étais en méditation il y a 1 heure, mais pas grave. Bon. On est dans deux mondes complètement différents. Mais on a l'impression quelquefois qu'on vit les deux, puisqu'il y a un temps pour chaque chose. Simplement, c'est très difficile de vivre l'un en rapport avec l'autre. Ne mélangeons pas les termes. Et ça semblait tout à fait normal. Il y a un monde spirituel, et puis il y a un monde temporel. Hein. Le temporel, c'est ce qui a rapport avec le temps. Donc c'est forcément lié à l'espace-temps. Le spirituel, c'est l'infini, c'est l'éternité. Donc il y a un temps pour l'éternité, puis il y a un temps pour les choses comme ça qui nous prennent du temps. Et c'était deux mondes. Et puis, naturellement, il y a eu des incursions. Et il y a toujours des incursions. Par exemple, certains pouvoirs religieux, on pourrait donc imaginer Hercule, qui trouve que le monde de l'âme doit être le monde absolument dominant, que c'est l'âme qui doit dominer le monde, que l'amour doit dominer le monde, est prêt à tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Nous avons fait ça avec l'Inquisition, nous avons fait ça au Moyen-Âge avec les croisades, tuer les infidèles au nom du Christ. Et ça se fait encore maintenant avec Daesh et avec d'autres. Ça se fait encore beaucoup maintenant. Regardez le nombre d'Hippolytés qui sont tués au nom de l'amour. Ça y est, nous avons la ceinture de l'union. Ça y est, nous l'avons arrachée, nous avons égorgé tous les gens qui étaient contre. On l'a, la ceinture. C'est remarquablement d'actualité. Le nombre d'Hercule qui croient voir l'unité, qui croient voir le monde de l'âme, qui croient imposer les choses et qui sont prêts à tuer plein d'Hippolytés au nom de leur ceinture. Et qui se trompent évidemment complètement de combat. Échec total. Et puis en retour contre ça, il y a eu bien des philosophies matérialistes. Bien des philosophies, donc à partir du 19e siècle, ou marxistes ou autres, qui finalement ont bien mis en évidence combien c'est fini, Dieu est mort, il faut arrêter absolument de nous raconter des choses. La religion, c'est l'opium du peuple. Bien des philosophes qui ont dit, mais c'est pas du tout, on est nihiliste, il n'y a rien du tout. L'homme est né complètement par hasard, c'est quelque chose qui se développe par hasard et qui se terminera certainement aussi par hasard, on ne sait pas. Bref, ça ne se rime absolument à rien, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'âme. Dieu est mort. Il faut se faire une raison, là. Et ces gens-là ont cru que ça y est, ils avaient partie gagnée. Depuis les années 60, les églises se vident à une vitesse grand V. On dit, ben voilà, ça y est, tout le monde en a fini avec la religion et toutes ces bêtises. L'homme est simplement matériel, point. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est que finalement, il y a une autre humanité qui est en train de naître, c'est cette humanité qui est à la fois Hercule et Hippolyté. C'est à la fois une humanité qui réalise qu'on ne peut pas séparer les deux. Il faut maintenant commencer, dans notre civilisation, à allier complètement ces deux aspects dans une nouvelle formulation spirituelle. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. C'est vrai que tous âme, comme ça, c'est le paradis. Tous personnalité et uniquement personnalité, on voit bien, c'est l'enfer. Vous commencez peut-être à voir le titre de ce soir. L'enfer en paradis. On est les deux. On vit l'enfer dans un paradis potentiel. On est vraiment dans ces deux aspects.
On voit bien comment le paradis était en train de s'établir entre Hippolyte et Hercule et comment c'est basculé en enfer. On voit comment ces deux aspects, finalement, n'arrêtent pas de se compléter les uns les autres. Et donc maintenant, il faut arriver à se rendre compte qu'on est dans une société où on réalise qu'on est fondamentalement les deux. On est complètement âme et personnalité. On est âme et la forme. Si bien qu'il ne s'agit plus maintenant d'essayer de vivre un temps pour l'un et un temps pour l'autre. On se rend compte que c'est absolument pas satisfaisant. Il faut réussir maintenant à vivre les deux en même temps. Ce qui nécessite de nouvelles formulations, de voir les choses totalement différemment. Et en particulier, justement, d'arriver à comprendre que dans ce processus, entre l'âme et la personnalité, on est les deux. Il faut arrêter de parler, nous, en tant que personnalité, à propos de l'âme qui serait quelque chose d'étranger. Combien de fois on entend dire encore « Ah, mais de temps en temps, je suis encore en contact avec l'âme. De temps en temps, ça me dit des choses, de temps en temps, ça me dit rien. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est loin, 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 qu'elle ne s'occupe pas de moi. » Alors je lui demande « Est-ce que tu pourrais me parler, me dire des choses ?» Oui, comme si c'était le locataire du dessus. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. Bon. Ça, c'est encore nos vieilles manies, vous voyez, de voir un petit peu les choses avec l'extérieur. Il faut qu'on réussisse à percevoir que nous sommes complètement les deux. Nous sommes les deux aspects. L'âme, c'est nous et personne d'autre. C'est ce que nous sommes fondamentalement. Et que la personnalité, c'est aussi ce que nous sommes. Et le défi, avec la ceinture, c'est d'arriver à trouver comment ces deux-là s'unissent au quotidien. Comment ces deux-là réussissent à vivre ensemble, l'un à travers l'autre. Et pas l'un à côté de l'autre avec chacun son temps. Ça n'est pas du tout satisfaisant. C'est ça le grand défi. Mais on voit bien combien c'est une dualité profonde. Et c'est à cause de ça que pour l'instant, nous sommes dans une guerre des sexes absolument terrible. Ce que nous vivons actuellement d'une manière très puissante dans l'humanité actuelle, c'est la guerre des sexes. N'entendez surtout pas ce que je suis en train de dire, relié au sexe masculin-féminin. La guerre des sexes, c'est parce que la loi du sexe, la loi des sexes est une loi tout à fait fondamentale, donc au niveau du système solaire, qu'on peut appeler aussi la loi des polarités. Tout est polarité plus et moins. Tout simplement parce que, par exemple, la grande vie une dans laquelle nous vivons est esprit et matière. Et l'esprit, c'est la polarité plus, la matière, c'est la polarité moins. Et qu'à partir du moment où tout, absolument tout ce qui est dans cette polarité esprit-matière, ça veut dire que tout ce qui existe est effectivement divisé en deux dans cette polarité. Donc, le problème, c'est que le grand but, c'est de réunir esprit et matière. Et bien, le grand but, c'est de réunir toutes les polarités auxquelles nous sommes confrontés. Et forcément, comme tout est dualité, on est confronté à tout bout de champ. Si on regarde les polarités, elles sont partout. Mais ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte que, autant pour nous, ça peut être totalement impossible de dire c'est quoi réunir l'esprit matière et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, autant dans notre quotidien, chercher à réunir les polarités, à unir les polarités, ça c'est quelque chose qui peut nous occuper à chaque seconde, parce qu'il n'y a pas un seul instant où ça échappe à ça. C'est naturellement la grande polarité en ce qui nous concerne, c'est pas esprit-matière, c'est entre l'âme que nous sommes et la personnalité que nous sommes. Et puis toutes ces projections, par exemple entre l'homme et la femme. Et là, il y a véritablement une guerre des sexes. Et cette guerre des sexes, elle n'a jamais été aussi prégnante que maintenant. Ah, avant, c'est vrai que quand, chez les Amazones, parce qu'il y a eu des peuples de femmes où le matriarcat était dominant. Mais du coup, c'était bien parce que le matriarcat était dominant et les hommes étaient filés doux. Tout allait bien. Il y avait une espèce d'unité, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui dominait. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Maintenant, effectivement, on avait tendance à dire que les hommes dominent et les femmes filent doux. Oui, mais de moins en moins. La femme qui file doux se perd. C'est une valeur en disparition. Maintenant, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, ce sont véritablement des personnalités fortes. On a des Hercules et des Amazones et des Hippolytés. Et oui, on a de fortes personnalités. Et chacun sait exactement ce qu'il veut et où il va. Et chacun a son projet. Et il n'est pas question, du coup, qu'il y en ait un qui file doux, qu'il y en ait un qui domine l'autre. Il s'agit de trouver comment, avec deux personnes dominantes, on réussit à trouver cette unité. Et c'est là où on se rend compte de la difficulté. Parce qu'en tant qu'homme, on a beau dire, une femme, c'est quand même quelque chose d'étrange. On entend souvent dire, d'ailleurs, il faudrait pas grand-chose à une femme, il ne faudrait pas qu'elle change beaucoup de choses pour devenir un homme comme les autres.
Ceci dit, on entend aussi l'inverse, hein, beaucoup de femmes qui disent, eh ben, si les hommes ils faisaient un petit effort, ils pourraient devenir des gens tout à fait corrects, des femmes comme les autres aussi, parce que vraiment, bon. Et du coup, on a ce processus souvent d'incompréhension, où on fait un petit peu comme Hercule et Hippolyte. Bah, on est en couple, bah, on se plaît, bah, on va vivre ensemble, bah, on se comprend pas fondamentalement, mais il faut quand même bien s'arranger, puisqu'il faut quand même qu'on soit ensemble, il faut qu'on travaille l'unité. Et puis il y a quand même des avantages, donc c'est quand même intéressant. Donc bah voilà, on essaie de se comprendre, on fait des efforts, puis les choses qu'on comprend pas, bah tant pis, on les passe sous silence, on supporte. Et bah simplement, il faut en prendre son parti. Bah c'est comme ça, bah qu'est-ce que tu veux, on peut pas non plus. On est différent, bah voilà, il est chiant, on fait avec. Mais c'est pas ça véritablement l'unité. L'unité, c'est véritablement aller plus loin, c'est de se rendre compte que finalement, il faut trouver l'autre. Généralement, on a tendance à croire que l'alter ego idéal, c'est quelqu'un comme soi. Et que l'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Ben oui, dans un premier temps, si on en reste là, oui, absolument, parce que le seul que je comprenne, c'est celui qui est comme moi. Or, la femme pour l'homme, ou l'homme pour la femme, et puis quelquefois c'est inversé, parce qu'il y a des hommes féminins et des femmes masculines. Donc ça devient infiniment complexe. Et on a tous une partie de féminin et de masculin. Donc vous voyez, c'est pas simplement deux polarités comme ça figées. C'est quelque chose qui est extraordinairement compliqué. Et ben c'est là où on se rend compte tout ce qu'il peut y avoir comme conflit, même à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre la partie féminine et la partie masculine. C'est là où on se rend compte que ça demande un véritable effort pour aller voir qui tu es, toi, fondamentalement. Toi, femme, toi, homme, ou toi, autre. Peu importe. Qui es-tu fondamentalement? Et c'est pour ça qu'on essaye, on le fait, puis il y a des moments où on craque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez cette phrase issue d'un sketch et qui est frappée au coin du bon sens, qui dit, mais avez-vous remarqué que toutes les femmes essayent de changer leur homme, alors que les hommes, eux, essayent de changer de femme? Deux psychologies complètement différentes, mais si vous regardez, c'est pas faux. Bon. Naturellement, vous pouvez avoir des femmes dans le rôle d'homme, hein, parce que ça dépend aussi de notre côté de nos polarités. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, on essaye tous de changer l'autre, ou bien de le convaincre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais parce qu'on est persuadé qu'on a raison. Parce qu'on est tous finalement issus de cet aspect lion, et qu'on est tous, moi je suis un homme, moi je suis une femme, et puis j'ai raison, et puis voilà, ma façon de voir le monde, c'est comme ça. Alors s'il faut vivre avec l'autre, on va essayer de s'arranger, comme ça. Mais bon, s'il y a des moments, je peux arriver quand même à le convaincre que quand même c'est moi qui ai raison. Ça serait bien. Et puis l'autre, si moi je peux arriver à le changer, qu'il me casse les pieds avec son truc, et que vraiment j'en ai marre, et que moi j'ai pas du tout cette vision des choses, mais que... il faut se rendre compte que aussi autonome qu'on soit, aussi complet qu'on soit, aussi vraiment adulte qu'on soit, on ne sera toujours que 50% de la réalité. Ça, c'est vraiment fabuleux à voir. C'est que dans un monde où tout est séparé, tout à l'heure je vous montrais même les énergies entre elles, bélier, balance, taureau, scorpion, dans un monde où tout est esprit-matière et que donc tout est divisé en deux, si à un moment donné on se sent parfaitement complet, on se sent parfaitement soi-même et parfait, avec sa pensée, son système donc sensible, etc., on n'est que 50%. Et si on réalise ça, vous voyez comme c'est la fin de vouloir changer l'autre, de vouloir changer les autres, de vouloir les convaincre. C'est terminé. Ça ne nous vient même plus à l'idée. On se rend compte que finalement, l'autre idéal, c'est celui qui est totalement différent de moi, mais qui remplit son 50% total. Mais naturellement, quand on est sur deux polarités, on est sur deux mondes différents. Et le travail, c'est d'arriver à dire comment on se rencontre. Comment toi, tu as raison dans tes 50%, j'ai raison dans mes 50%, et comment est-ce qu'on se débrouille à deux pour recréer l'unité? Et l'unité, jusqu'ici, vous remarquez comme c'est amener l'autre à soi. C'est voir comment chacun fait un bout de chemin pour arriver au centre à retrouver quelle est la réalité augmentée des deux. 1 multiplié par 1 égale 1. Et c'est ça le défi. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que vous voyez, le défi de notre monde actuel, il est là. Parce qu'avant, il n'y avait pas franchement de guerre des sexes ou des polarités, parce qu'il y avait toujours des dominants et des dominés. Et maintenant, on arrive dans une société où on peut tous être véritablement des dominants. Donc chacun remplit sa place à 50%. Et c'est le moment de pouvoir se rencontrer les uns et les autres. Et ça existe naturellement à différents niveaux. Ça existe au niveau des nations. Dans les nations, regardez, les nations entre elles, elles ne se comprennent pas.
Un Français a du mal à comprendre un Américain, ou un Chinois, ou un Suisse. Donc ils sont bizarres quand même, ces gens-là. Et donc on n'arrête pas finalement de trouver bizarre. Et puis on trouve que quand même, bon, bah, c'est quand même nous qui avons raison. Alors que imaginez la richesse qu'il y aurait si on essaie de dire chacun a 50% de la réalité, et quand on se rend compte, c'est quelle réalité augmentée on crée à deux, à plusieurs. Entre l'Orient et l'Occident. Alors les gens qui découvrent comment le faire, ils ont une richesse extraordinaire. Regardez par exemple comme l'Occident est resté coincé pendant très très longtemps dans son système religieux, chrétien, et a pris vraiment les bouddhistes pour des rigolos. Et c'est fabuleux, comment d'un seul coup maintenant même des chrétiens trouvent dans le monde de la méditation et dans le bouddhisme, pas la croyance dans le Bouddha, c'est pas ça qui est important, mais dans toute cette philosophie, dans toute cette démarche spirituelle, comment finalement enrichir. Il ne s'agit pas de renoncer à être chrétien pour être bouddhiste, ni être bouddhiste pour être chrétien, c'est comment les deux nous donnent une réalité augmentée de la spiritualité absolument extraordinaire. Comment Orient et Occident trouvent, là par exemple dans ce processus, quelque chose véritablement de l'unité. Entre le Nord et le Sud, on préfère vraiment comme ça plein de polarités. On en a tout le temps dans le quotidien. Et puis même à l'intérieur d'un pays. Regardez par exemple comme systématiquement on va bientôt y avoir droit avec les élections, entre la droite et la gauche. C'est systématiquement 50-50. Il y a deux polarités. Et ces deux polarités s'excluent. Et le plus fort, c'est que c'est aussi en fractal. À l'intérieur de chaque parti, chacun traite l'autre d'imbécile aussi. Donc chacun, on peut descendre comme ça, oui. C'est tous les jours, et nous-mêmes dans notre quotidien, avec le rapport, je vais parler au niveau du couple, mais au rapport avec tous les gens que l'on rencontre. La guerre des sexes, elle est toujours là. Le défi des polarités, il est là. Et on pourrait dire, oui, que c'est très intéressant de se dire que actuellement, dans la problématique du monde dans lequel on est confronté, c'est ça qui nous pose le plus de problèmes. Regardez par exemple même entre chiites et sunnites, à l'intérieur d'une même religion. Encore deux polarités différentes. Autrefois avec l'Irlande, entre les protestants et les chrétiens. Bref, où que vous regardiez, vous trouvez systématiquement ces processus-là qui sont de plus en plus forts. Alors qu'avant, mais avant, les sunnites et les chiites, ils vivaient très bien ensemble. Il y a encore un siècle, il y a plein de témoignages de gens qui vous disaient, mais dans les petits villages, en Afrique du Nord ou ailleurs, mais les juifs, les Arabes et les chrétiens, mais tout le monde vivait ensemble, mais une harmonie parfaite, on a laissé les uns les autres. Il n'y avait aucun problème. Ah ouais, il n'y avait pas encore d'individualité forte. Alors que maintenant, plus on est d'individualité forte, plus on veut avoir raison. Et avoir raison, c'est surtout montrer que l'autre a tort. Et oui, c'est pour ça qu'on est dans cette problématique mondiale actuellement de surenchère du point de vue du moi, et que ce travail d'Hercule nous dit, et maintenant on fait quoi? On se tue ou on trouve la solution? On passe à autre chose. Se regarder les uns les autres. Se reconnaître les uns les autres. Se rendre compte que l'autre, effectivement, il n'est pas du tout fait comme moi, et c'est le but même de la création. La création a créé de l'esprit et de la matière, c'est pas pour rien. C'est pas comme ça pour le plaisir de faire de la dualité. Et donc si on est âme-forme, c'est aussi ça a une utilité. Laquelle? Si on est homme-femme, ça a une utilité. Si on est d'un avis et d'un autre, ça a une utilité. Laquelle? Et de dire que voilà, maintenant que les problèmes sont posés, comment on le résout ensemble? Comment on se regarde? Comment on apprend à se considérer les uns les autres? Comment on apprend à se reconnaître fondamentalement dans ce que nous sommes? Ça, c'est le travail quotidien. Et actuellement, dans le monde, on en est là. C'est pas souvent qu'on formule la problématique mondiale de cette manière-là, mais je dirais qu'actuellement, la problématique du monde, c'est la guerre des sexes, la guerre des polarités à tous les niveaux. Et comment chacun d'entre nous, on peut la résoudre. Quelque chose d'important qui exprime ça d'un point de vue symbolique. La Vierge, donc je vous disais tout à l'heure, c'est le 6e signe. On le représente donc, par exemple, de cette manière-là, d'abord. Je disais, c'est un peu comme un M avec moi. Il y a un 4e jambage, mais je vais le mettre après. Et donc, en tant que 6e signe, ce qui est intéressant, c'est que ces trois aspects, quand on arrive justement dans ce signe de la Vierge, c'est le moment où on est extraordinairement chacun séparé. C'est pour ça que ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a du mal finalement à être ensemble parce que chacun est sûr d'avoir raison et se maintient comme ça. Et on arrive à un point tel de développement que j'ai un physique coupé des autres, un émotionnel coupé des autres, un mental coupé des autres. C'est ma vie à moi qui compte avant tout. Or, le nombre 6 est très intéressant parce que 6, sexe, en latin, c'est de là que vient secte, séparé, sécateur, coupé, séquence. Donc vous voyez, tout ce qui est finalement de coupé, ça vient du nombre 6. Et puis sexe, séparation en deux sexes.
l'état de 6, c'est justement l'état de ce qui est coupé. Et à un moment donné, on va arriver à ce nombre 666. Vous avez certainement entendu parler de ce nombre 666 qui est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On en parle comme ce qu'on appelle le nombre de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Apocalypse de Saint Jean, on dit qu'avant le retour du Christ, avant le retour, entendez Christ, entendez amour, avant le retour de l'amour, il y aura effectivement le triomphe de la bête. Et cette bête, elle est marquée d'un chiffre 666. Et alors, je ne vous dis pas toutes les exégèses qu'il y a pu y avoir pour se dire que c'est quoi 666, on a fait des tas de calculs. Donc, on s'est beaucoup cassé la tête pour savoir qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pas 666, c'est 6, 6, 6. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist, ça veut dire avant l'amour, avant le Christ. C'est ce qui doit arriver avant le Christ. Et on l'a confondu régulièrement avec Antichrist. Donc il y en a qui ont dit, mais Hitler, ça devait être l'Antéchrist. Non, rien à voir. On confond anti et anté. Ça n'a rien à voir. Antéchrist, c'est justement quelque chose d'un peu monstrueux qui doit arriver juste avant la révélation de l'amour. Passionnant ça. Qu'est-ce que c'est? Faudrait le savoir. Eh bien, c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est exactement ce que nous sommes. L'Antéchrist, c'est notre société de maintenant. Lorsqu'on en arrive à un point où nous sommes physiquement, émotionnellement et mentalement des êtres autonomes, relativement séparés et ayant du mal finalement à relationner véritablement et fondamentalement avec l'autre. Bon, quelle est la suite? Qu'est-ce qui se passe quand on sort de là? Quand on est vraiment cette personnalité, c'est apparemment monstrueux, on est apparemment extraordinairement loin de tout, on est loin de la spiritualité, et pourtant, c'est au fin fond de la mer, c'est au fin fond de cette personnalité qu'on trouve à un moment donné l'enfant. Dans cette séparation, c'est là qu'on se dit, mais il y a quelque chose. Et qu'on trouve finalement le sentiment, la présence de l'âme en soi. Et là, on va se retrouver, non plus dans le 666, mais dans le 66. Le 66, c'est exactement Hercule et Hippolyte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 6. Il n'y a plus que d'un côté la personnalité qui représente un 6. Pourquoi 6? Parce que c'est la personnalité, elle est un peu reliée à l'âme, mais pas encore complètement. Ou l'âme, elle est là, mais elle n'est pas encore complètement reliée à la personnalité. C'est comme si on avait ces deux entités, l'âme et la personnalité, proches l'une de l'autre, mais encore l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que ce que vivent effectivement Hercule et Hippolyte, c'est ce 66. Ils sont chacun sortis de la bête séparée, de la personnalité séparée du monde de l'âme. Et c'est juste avant le Christ. Parce qu'effectivement, si on réussit ce processus, eh bien, on arrive au 6. On arrive à l'étoile à 6 branches. On arrive au triangle de la terre et le triangle du ciel, et qui réussissent à s'unir. Et donc voilà comment finalement, ce qui est extraordinaire de ces 3 chiffres, c'est que c'est toute la démarche que l'humanité a à faire en ce moment. Il y a encore plein d'humains qui sont dans ce 666, ou exactement dans ce 666, et qui sont complètement dans ce processus d'affirmation, d'individualisme de chacun dans son histoire. Plus on découvre l'âme en nous, plus il y a quelque chose qui s'opère d'une première unité, maladroite, imparfaite, 6, 6. Et plus on ira en avant, plus on pourra réaliser réellement ce que c'est que le 6. Nous avons vendu, on pourrait même dire, on a donné notre âme au diable. Diable, ça veut dire simplement séparation. Ce qui est diabolique, c'est ce qui est séparé. Et l'opposé de diabolique, c'est symbolique. Symbolique, c'est ce qui unit. Diabolique, c'est ce qui sépare. Voilà pourquoi le 666 est diabolique. 66 et 6 est symbolique. On peut dire que chaque fois qu'on est un petit peu dans cette séparation de l'âme et de la forme, on donne notre âme au diable. On donne notre âme à la séparation. C'est aussi l'histoire de Harry Potter avec les Horcruxes, pour les initiés. Diviser son âme en 7. Voilà, ça, c'est diabolique. C'est vraiment l'âme dans ce monde de la séparation. Et que nous avons justement dans ce symbolique à retrouver cette unité fondamentale. Alors pour l'instant, c'est vrai que Hercule et Hippolyte ont un peu loupé ça, mais voilà, on peut dire que du moins ils n'étaient plus au 666, ils étaient au 66, pas encore au 6. Normal, la Vierge, comme on l'a vu, premier pas vers cette nouvelle démarche. Alors on pourrait se dire, on n'en était pas loin si Héra s'en était pas mêlé. Tout se passait bien, il a fallu qu'elle mette son grain de sel. Oui, mais c'est très intéressant. Imaginons qu'effectivement Héra ne soit pas intervenue. Qu'est-ce qui se serait passé? Hercule et Hippolyte se seraient arrangés.
Ils auraient fait un consensus. Ils auraient dit, bon, bah, écoutez, c'était très sympa. Voilà, Hercule leur dit, finalement, elle n'est pas si terrible que ça, cette reine. Je dirais, on peut s'arranger avec elle. Elle aurait dit, mais il est sympa, cet Hercule, il n'est pas si destructeur. Elle lui aurait remis sa ceinture à la fin de la cérémonie. Il serait reparti tranquillement, et voilà. Qu'est-ce qu'ils auraient travaillé en unité? Que la surface des choses. N'oublions pas qu'ils l'ont fait par devoir. Elle l'a fait en obéissant au Dieu. C'était pas franchement de cœur. Lui, il est allé aussi parce qu'on lui a demandé. C'était pas franchement non plus sa tasse de thé. Et donc, chacun, ils obéissaient un petit peu à une devoir, à la parole des dieux. C'était pas franchement le cœur qui commandait l'union. C'était un peu la nécessité. Et du coup, Héra, c'était celle qui vient dire, vous croyez que vous vous entendez là? Vous croyez que vous faites un beau couple? Vous croyez que vous vous aimez? Vous croyez que vous vivez l'unité? Voyons ce qui se passe là, avec un petit grain de sable. Vous voyez, c'est ce qui se passe tout le temps dans notre quotidien. Hein, tout beau. Puis dès qu'il y a un petit grain de sable, comment tout de suite on s'engueule, on prend les grands chevaux, etc. Parce que là, Hercule, c'est incroyable. On voit combien il a pas vraiment changé. Il est toujours sur la réaction. Il aurait suffi de rien. Il aurait suffi simplement qu'il dise une armée. Mais ma chérie, c'est quoi cette armée? Veux-tu stopper tes armées? Mais Hercule était tellement réactif, tellement omnubilé par sa quête qu'il n'a pas pris le temps de ça. Il a réagi beaucoup trop rapidement. Nous aussi, on a régulièrement ce genre d'échec. C'est vraiment ce que nous raconte Héra, parce que c'est le premier pas. Ce qu'il nous faut comprendre dans ce travail d'Hercule, c'est que l'humanité en est là, on est dans cette guerre de polarité, et que cette guerre de polarité, elle nous demande d'aller vers l'union, pas d'aller vers une espèce d'arrangement aimable de gens qui croient qu'ils s'unissent, mais qu'il n'y a pas véritablement d'union, c'est une espèce de consensus. Mais on n'a pas travaillé l'unité. Revenons-en donc à Hercule, sur son bateau. Il s'est arrêté à Troie, et il rencontre ce roi Laomédon, qui lui est un sacré 666. Lui, c'est vraiment donc un être séparé complet. Il avait demandé à deux dieux, Apollon et Poséidon, de l'aider à faire les murailles de Troie, ce qu'ils ont fait. Après, quand ils étaient terminés, il a refusé les récompenses qu'il avait promis. Enfin bref, c'est vraiment un roublard. Mais il ne se rendait pas compte que faire ça à des dieux, c'est aussi stupide. Et donc, pour se venger, les dieux ont envoyé d'une part donc une épidémie sur la ville, et puis d'autre part donc un monstre qui est un monstre marin qui surgit régulièrement des eaux, et puis qui détruit les barils des pêcheurs, et qui vomit souvent de l'eau de mer sur les champs, etc. Bref, une catastrophe. Pour arriver à apaiser cela, on lui a dit une seule chose, c'est le sacrifice de ta fille. Là aussi, il a essayé de ruser, de refiler d'autres filles. Ah non, mais lui, c'est quelque chose, un vrai 666. Et puis non, ça n'a pas marché, donc voilà, il est obligé de sacrifier sa propre fille, Hésione. Et donc Hésione est attachée à un rocher, prête à être dévorée par le monstre marin. Hercule, donc il arrive de son escale, il voit ça, il entend parler de ça, il n'est pas très content, là, mais non. Il dit, mais pas de problème, je m'en occupe. Et donc voilà, il va là-bas, puis il va délivrer Hésione. Et au moment où il arrive, trop tard, le monstre vient de surgir et vient d'avaler d'un coup la pauvre Hésione. Et alors là, s'oubliant lui-même, mais alors complètement, il fonce vers le monstre. Il rentre dans l'eau, en criant, en hurlant, tout ce qu'il peut, pour attirer l'attention du monstre. Le monstre, effectivement, finit par se rendre compte qu'il se retourne. Il dit, chic, le dessert. Donc, il se retourne et hop, il happe complètement Hercule. Hercule, on dit qu'à ce moment-là, il descend tout de suite, carrément, dans la gorge du monstre. Il descend comme ça jusqu'à l'estomac. Et là, dans l'estomac, il trouve Hésione, un peu engluée. Et donc, il la prend, il la serre comme ça par un main, et sa main droite, avec son épée, il va commencer par découper des lamelles dans l'estomac du monstre, et puis dans la peau du monstre, et puis ils aboutissent enfin à l'air libre. Il nage jusqu'à revenir à la plage. Hésione est sauvé. Là, il entend la voix qui lui dit « Bon, d'accord, tu t'es racheté. Une femme de tuer, une femme de sauver. Un acte de mort, un acte de vie. C'est ainsi que les humains apprennent l'équilibre, souvent, entre ces deux aspects. Bon, on pourrait dire que tu t'es racheté. C'est vrai que tu as eu tort de tuer celle qui te chérissait, celle qui t'apportait des dons précieux. Mais tu as spontanément risqué ta propre vie pour qui avait besoin de toi. Médite sur les voies de la vie et de la mort.
Et ben voilà, Hercule est content, cette fois-ci la mission est accomplie. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Au premier degré, on pourrait entendre ce qui vient d'être dit en disant, bon, c'est bien, effectivement, une femme de tuer, une femme de sauver, un partout. Ok, il s'est racheté. C'est un peu léger quand même, hein. Bon, vu ça comme ça, bon, ça c'est du premier degré. Maintenant, si on va aller beaucoup plus loin, on va avoir un enseignement profond et véritablement intéressant. On va trouver une des qualités fondamentales du deuxième rayon d'amour-sagesse. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des rayons, je veux simplement dire que toute énergie est fondamentalement qualifiée de cette manière par ce qu'on appelle les 7 rayons. Donc tout est énergie, tout est rayon, et le deuxième s'appelle le rayon d'amour-sagesse. C'est une grande énergie d'amour-sagesse. La quatrième qualité de cette énergie, très en rapport avec le monde de l'âme, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de sauver. Le fait de sauver Hésione met en lumière ce pouvoir de sauver par Hercule. Oh, il ne s'agit pas du tout du pouvoir de sauver physiquement. Non, l'âme n'est pas du tout intéressée par le fait de sauver physiquement telle ou telle personne. Ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le pouvoir de sauver dont il s'agit là au niveau du rayon 2, quel est le pouvoir de sauver de l'amour? Quel est le pouvoir de sauver de la lumière? C'est le pouvoir de sauver la forme du monde de l'absurde. Un monde sans âme est un monde totalement absurde. J'en parlais tout à l'heure à propos des philosophes nihilistes ou matérialistes. S'il n'y a pas d'âme, rien de tout ça n'a un sens. Un monde dans lequel on dit mais il n'y a que la matière, un monde qui est né par hasard, qui vit, qui disparaîtra aussi peut-être par hasard, c'est absurde, ça n'a strictement aucun sens. Donc chacun est invité à donner le sens qu'il veut à ce monde, puisque ça n'en a pas. Et lorsqu'on découvre justement en Vierge le 66, qu'on est sorti du 666 et qu'on découvre, mais non, il y a moi, 6, il y a l'âme, 6. Voilà, ensemble, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on aille vers le 6 unifié. Quand on découvre justement l'âme que l'on est, alors à ce moment-là, ça donne un sens. L'âme, c'est ce qui va donner un sens fondamental aux formes, en les unifiant dans un plan global. L'âme, c'est vraiment ce qui donne un sens à l'incarnation. C'est ce qui donne un sens à la planète Terre. Et pas simplement l'âme humaine, hein, puisque l'âme est présente absolument en tout. Depuis l'atome jusqu'à la planète elle-même, en passant par tous les règnes. L'âme est omniprésente. C'est elle qui finalement progressivement amène la forme à se perfectionner. L'âme est ce représentant de l'esprit, l'âme est amour, et finalement, à travers la forme qu'elle a créée et qu'elle nourrit, et progressivement qu'elle va développer, dès que la forme sort de son 666 et va écouter l'âme qu'il a, eh bien ensemble ils vont se développer. Ensemble, la forme va devenir le reflet de l'âme qui l'habite. Progressivement, la mère, comme on l'a vu, la personnalité, donne naissance à l'enfant, l'âme, et l'enfant va influencer complètement la mère et la transformer. C'est bien ce qui se passe d'ailleurs hein, chez toutes les mères. Eh bien, c'est intéressant de voir ce processus donc, de rapport entre ces deux aspects. Il y a une parole qui est très intéressante, justement en rapport avec cette qualité du pouvoir de sauver, qui dit « Lorsque la lumière et l'amour se seront révélés, que le pouvoir intérieur produise la fleur parfaite. » La fleur parfaite, c'est nous, c'est la forme. L'âme est le pouvoir intérieur qui produit la forme parfaite, quel que soit le règne de la nature. Et que finalement, tout le travail, il est là. Tout le travail, c'est d'arriver à réaliser que ce qui nous donne un sens à notre vie, ce qui nous donne une direction, dans les moments où on va mal, dans les moments où on dit « mais c'est absurde, mais ce que je vis, mais c'est crétin, ma vie n'a aucun sens ». Oui, dès que je suis dans le 666, ma vie n'a aucun sens. Je suis coupé de tout. Et quand je suis coupé, ça n'a aucun sens. Mais là, vraiment aucun. Et donc, dès que je sens ça, il faut tout de suite se relier à l'autre que nous sommes, à cet alter ego, à l'enfant. Il dit « mais si ». L'âme donne ce sens. Et plus je me rapproche de cette âme, plus je suis, cette lumière est amour, plus je suis ça. Et à ce moment-là, je sens qu'en moi, la fleur parfaite est en train de s'épanouir, de se réouvrir. Ça reprend du sens. Ça redevient intéressant. Et c'est exactement ce que Hercule fait avec Hésione. En fait, il va faire avec Hésione ce qu'il a loupé avec Hippolyte. L'intérêt, c'est pas de le sauver du monstre. Pourquoi un monstre ? Le monstre, hein, c'est le nombre de la bête, hein, c'est 666. Elle est là, la bête. Sortir de la bête, devenir le 66 et le 6.
tout ce processus-là. Qu'est-ce que va chercher Hercule dans les flancs du monstre? C'est tout simplement une âme en incarnation. C'est qu'il a vu la lumière, il perçoit la lumière d'Hésione. Et en pariant là-dessus, c'est comme si l'acte d'amour d'Hercule, sauvant Hésione, révèle l'âme d'Hésione. Et à partir de là, ils sortent tous les deux du monstre. C'est un acte d'amour qui fait que Hercule et Hésione, l'un à côté de l'autre, enlacés l'un avec l'autre, ensemble, ils sortent du monstre. Quand on réussit enfin à être à la fois âme et personnalité, ensemble, on sort justement de ce monstre qui n'a aucun sens, qu'est le 666. C'est pour ça que c'est un acte de sauvetage fondamental de l'âme. C'est pas du tout, vous voyez, sauver une vie contre une vie. La vie, c'est pas la vie physique. Quand on parle de réfléchir aux voies de la vie et de la mort, c'est la vie de l'âme, ou la mort de l'âme lorsqu'elle est enfouie complètement dans le monstre. Et donc la grande qualité d'Hercule, c'est de réussir à faire émerger l'âme d'Hésione, tout simplement par cet acte d'amour. Et ainsi, l'homme et la femme, réunis du point de vue de l'âme, sont un. Ça y est, l'acte d'amour, il a fonctionné. On n'est plus du tout dans cet aspect monstrueux. Ce qui est très intéressant, c'est que pour nous, il y a un point qui est intéressant à vivre et qui est la deuxième partie de la phrase. Donc la phrase, je vous disais, quand la lumière et l'amour se seront révélés, que le pouvoir intérieur produise la fleur parfaite. Que le mot qui guérit la forme prenne son essor. Ce mot secret qui doit alors être révélé. Le mot avec M majuscule. Que le mot qui guérit prenne son essor. Ce mot, c'est le son Om, que vous connaissez tous. Ce son Om qui est un mantra qui peut être prononcé Aum ou Om, et là il faut le prononcer Om. Om. Bon. C'est un son qui a un pouvoir absolument extraordinaire à condition de deux choses. Un, de ne pas le prononcer tout haut. Le prononcer tout haut, ça voudrait dire qu'on le prononce pour quelqu'un d'autre, et ça nécessite de connaître la note exacte sur laquelle il faudrait la prononcer. Ça fait partie des secrets d'initiation, personne ne le sait. Ça ne sera jamais révélé. À vous de l'apprendre intérieurement. Mais on s'en fiche, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il faut donc le prononcer intérieurement. Il est intéressant quand c'est l'âme qui le prononce intérieurement, d'imaginer qu'en tant qu'âme, l'âme prononce ce son Om. Qu'est-ce que ça a comme effet? C'est un effet qu'on pourrait traduire par une flèche du bas vers le haut. Vous voyez, on pourrait mettre un carré en bas qui symbolise le monde de la forme. C'est le symbole de l'âme qui va échapper, non pas à la forme, puisque nous venons de le voir, il ne faut surtout pas échapper à la forme, c'est l'âme qui échappe à la servitude de la forme. Vous voyez bien la différence? Lorsque chacun d'entre nous, nous sommes englués, lorsqu'on est dans notre propre monstre, lorsqu'on est complètement englué dans nos formes, et qu'on dit « mais j'arrive plus à méditer », prononcez le son Om. On va le voir tout à l'heure comment on le fait. Vous vous mettez le plus possible en alignement en tant qu'âme. Et en tant qu'âme, autant que faire se peut, vous cherchez plusieurs fois à prononcer le Om en direction de la personnalité. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui ouvre. C'est quelque chose qui fait que ça libère complètement de cette servitude de la forme qui emprisonne. C'est comme si on sentait que, waouh, la fleur s'ouvre. Ça y est, le pouvoir intérieur produit la fleur parfaite. Et le son, la magie du son Om, elle est là. Ça ne marche aussi que si, en le prononçant, vous pensez très exactement au rôle du Om. Si vous le prononcez machinalement, ça n'a strictement aucun effet. Donc il faut le prononcer à l'intérieur de soi, doucement, en visualisant ce travail et en sachant exactement que le Om est un son libérateur de la servitude de la forme. On aurait très bien pu écrire l'histoire d'Hercule de cette manière-là, mais c'est un peu ésotérique. On aurait très bien pu imaginer Hercule fonçant dans le monstre, prenant Hésione, et ensemble, tous les deux, prononcer le Om, et sortant progressivement par la gueule ouverte du monstre. Tel est le pouvoir de ce son. C'est pour ça qu'en méditation, c'est quelque chose à utiliser quotidiennement. Vous verrez, c'est un effet qui est tout à fait patent, intéressant. C'est vraiment ce qui peut nous aider à sortir justement de cet aspect matériel trop dense. Voilà ce que donne ce Om. Et donc tout le travail de sauvetage, il est là. C'est à notre portée tous les jours. Chaque fois que nous avons un acte d'amour, chaque fois que nous ne nous contentons pas d'être dans le respect de l'autre. On disait tout à l'heure, si Héras n'en était pas mêlé, c'est vrai que Hercule et
Hippolyte aurait très bien pu s'entendre. Dire bon bah voilà, bah écoute, merci de ta visite, bah, je te donne la ceinture, bah merci. Mais vous voyez, c'était pas un amour profond, une compréhension profonde, tout simplement parce que bah, Hercule le faisait par devoir. Elle avait entendu les dieux qui lui avaient demandé. Hercule, lui, il était là aussi par devoir parce qu'on lui avait demandé de prendre la ceinture. Donc c'était une rencontre presque obligée. Donc vous voyez, il n'y aurait pas eu finalement quelque chose qui amène plus loin. Et donc finalement, le fait qu'Hercule fasse cette erreur et qu'il apprenne que c'était pas ça l'amour. C'est pas simplement respecter l'autre. Le respect, c'est le minimum. Tant qu'on en reste au respect de la nature, au respect des autres, au respect de tout ce qui nous entoure, c'est le minimum. C'est pas l'union. L'union, c'est la reconnaissance. Quand je reconnais la nature pour ce qu'elle est profondément, l'animal, le végétal, l'humain, l'autre, quand je dis je te reconnais, comme on dit dans Avatar, je te vois, ouais, alors là, il y a acte d'amour. Et là, il y a quelque chose qui se révèle. Chaque fois que nous nous révélons nous-mêmes amour de cette manière-là, nous aidons l'autre à sortir de sa bête et de son 666. Nous aidons l'autre à se révéler. Et c'est toute la société que nous aidons à se révéler. Voilà pourquoi notre travail au quotidien en Vierge, il est là. Par rapport à cette guerre des sexes, nous avons effectivement à nous relier complètement de plus en plus à notre capacité de reconnaître l'autre, les autres à chaque moment. Cette reconnaissance, plus elle est profonde, plus nous faisons progresser donc l'unité des polarités. Et c'est vraiment là que nous en sommes actuellement dans le monde. C'est intéressant de voir que dans le monde actuel, depuis quelques dizaines d'années, nous avons créé des monstres. On a créé un monstre économique et financier dont plus personne ne sait comment le gérer. Par des interventions militaires intempestives, on a créé des monstres en Irak, en Syrie, un peu partout dans le monde, en Corée. Bref, il y a plein d'endroits comme ça où au niveau politique, au niveau religieux, au niveau économique, au niveau financier, on a créé tout un ensemble de monstres. Des dinosaures. Seulement, vous savez que les dinosaures, c'est Jurassic Park. Nous avons effectivement donc construit des monstres, on a construit des dinosaures, et on croyait les avoir parqués tranquillement. Et vous savez ce qui se passe dans les films Jurassic Park, les barrières tombent en panne, et les dinosaures nous sautent dessus, et on ne sait plus quoi faire. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Les dinosaures que nous avons créés, les monstres que nous avons créés sont en train de nous bouffer nous-mêmes, et tout le monde se dit, mais quoi faire? Mais quoi faire? Quoi faire? Eh oui, quoi faire? L'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est vouloir en faire plus, en faire trop. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Non, c'est qu'est-ce qu'il faut être. La réponse est surtout là. Voilà pourquoi, face aux monstres qui nous entourent, face aux monstres financiers, face aux monstres politiques, etc., nous avons à faire comme Hercule. Nous avons à aller révéler notre lumière. N'ayons pas peur de ces monstres. Si on les regarde comme ça, comme dans Jurassic Park, il faut simplement se sauver à toutes jambes. Mais on ne peut pas se sauver hors de la planète. On est sur cette planète. Mais ce n'est pas en faisant quelque chose, c'est en trouvant des solutions, c'est en étant. Plus chacun d'entre nous, nous acceptons très simplement et très modestement là où on est, à des actes d'amour, à des actes d'unité, à des actes de reconnaissance, c'est comme ça que les dinosaures monstrueux qu'on a créés progressivement seront vaincus. Donc aidons-nous mutuellement à nous révéler dans notre beauté intérieure.